Frouzins, près de Toulouse. Il est 13 heures. Comme dans tous les foyers français, les informations résonnent. Des règles strictes ont été mises en place, 15 exposants maximum et des files bien déterminées pour respecter une distance de sécurité. Il y a encore quelques semaines, Aude, Jimmy et leurs enfants boudaient les journaux télévisés. T'en penses quoi, toi, qui garde des marchés ouverts? Si elle a deux distances. Bah, je vois bien qu'ils sont pas forcément respectés. Aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous immanquable. Aude ne pense plus qu'à ça. Ce virus qui pourrait les contaminer. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'il y avait une adolescente qui était décédée, qui avait à peine 16 ans. Bah, ça m'a vachement angoissée parce que j'ai lu le témoignage de sa maman. En fait, c'est une jeune fille qui n'avait aucun symptôme, qui toussait à peine pendant une semaine et qui, du jour au lendemain, est morte dans la nuit. Donc ça, c'est des choses qui me font peur parce que je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. Ça t'inquiète pas, ce que je viens de dire? Ben si. Bah voilà. Oui, ça c'est sûr. Il y a peu, Aude était une mère au foyer joyeuse, sereine. Depuis un mois, le virus a changé sa vie. C'est devenu une obsession. On fait les dessins sur les mains? On voulait faire quoi comme dessin? Si Aude s'interdit de transmettre son angoisse à ses enfants, elle tient à ce que chacun respecte scrupuleusement les gestes barrières. Pour ça, elle a eu une bonne idée. C'est un dessin qu'on leur fait faire sur les mains. Au départ, le but c'était de représenter un petit virus comme le coronavirus. Et en fait, le but c'est qu'à la fin de la journée, s'ils se sont bien lavé les mains, le dessin s'en aille. Tu m'en fais un si tu veux à moi aussi. Regarde, comme ça maman elle se lavera bien les mains aujourd'hui. Vas-y. Tu m'en fais un joli, hein? Avec cette astuce, Aude a la garantie de voir tout le monde se laver les mains au moins 5 fois par jour. Face à ces angoisses, toute la famille est au garde à vous. Tout le monde doit y passer. Ah oui. Se laver les mains plusieurs fois par jour, un geste que nous avons tous adopté. Mais face à la menace du virus, Aude va un peu plus loin que les autres. Je commence par la cuisine en général. Désormais, de la cave au grenier, chaque centimètre carré doit être nettoyé, Les interrupteurs. désinfecté, aseptisé. Avant l'épidémie, la jeune femme ne faisait le ménage qu'une fois par semaine. Désormais, c'est tous les jours, pendant 1 heure. Vous êtes à la maison depuis déjà plusieurs semaines confinés, c'est pas un peu excessif? C'est une manie quotidienne et c'est un peu bizarre, mais après quand j'ai fait ça, ça me rassure en fait. Enfin, si je le fais pas, ça m'angoisse. Et après là, voilà. C'est la combienième fois que vous vous lavez les mains aujourd'hui? Je sais pas, je pense que c'est la 10e. Ce besoin compulsif de tout nettoyer la fait sourire. Mais Aude a de plus en plus de mal à gérer cette crise. Ça nous met face à des peurs, comme la peur de la mort, la peur de l'inconnu. Vous ressentez cette peur au quotidien? Bien sûr, tous les jours. Parce que je me dis que si jamais on l'avait et que quelqu'un venait à décéder dans notre entourage, si moi je venais à décéder par exemple, ben, ce qui m'inquiète c'est mes proches, c'est mes enfants. Comment ils feraient sans moi? Ça m'est déjà arrivé de craquer en plein milieu de la nuit parce que j'arrivais pas à m'endormir et parce que je pensais à plein de choses sur ce coronavirus. Et donc de craquer, oui, ça m'est arrivé de pleurer un moment à cause de tout ça. Rue déserte, magasin fermé. Et ce silence, angoissant. La France est à l'arrêt. Et elle déprime. Chacun chez soi, derrière ses rideaux. Partout s'est installée la peur du virus. La peur de l'autre. La solitude. L'ennui. Le confinement qui s'allonge mine le moral des Français. Surtout celui des plus sensibles.
J'avais pris ma température plusieurs fois par jour, juste pour vérifier. Physiquement, quand je me mets à penser à tout ça, j'ai des palpitations, la tête qui tourne, l'impression que je vais faire un malaise en fait. Si je vous dis que j'ai pas pris mon fils dans mes bras depuis 1 mois et demi... Ça doit être super dur. Ouais. Une crise inédite et un cauchemar pour les personnes fragiles, comme les hypocondriaques, persuadés à chaque instant d'être malades. J'ai eu une fois une grosse crise d'angoisse en fait, où j'arrivais plus du tout à respirer. C'était l'apocalypse. Pas facile de les approcher, même en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité. On aurait des gants, on aurait des masques, on aurait du... Non. Je suis désolée. C'est pas possible. Chez moi, c'est propre. Chez moi, c'est presque aseptique. Virus et confinement, un cocktail explosif qui fait basculer les plus tourmentés. Comment ça se passe? C'est pas si mal. Je vois personne. Votre présence tombe bien parce que là, on arrive manifestement à un moment où on voit notre activité recroître à nouveau. Et donc on peut penser qu'un certain nombre de patients ont épuisé leurs ressources. Ils ne sont pas malades du Covid, mais ils souffrent vraiment. Rencontre avec ces angoissés du virus. Cournon-Terral, à quelques kilomètres de Montpellier. Qu'est-ce que c'est cette alarme? C'est mon alarme pour prendre mon médicament en fait à 10h30 tout le temps. Tous les matins, 10h30, je prends mon médicament pour les angoisses. Orlane a 24 ans. En 2016, elle a été diagnostiquée hypocondriaque après des années d'angoisse. Plus de 5 fois par jour, elle a l'impression que son cœur s'arrête de battre. Faire un infarctus, c'était sa plus grande peur, jusqu'au Covid-19, sa nouvelle hantise. Quand je prends mon médicament, je le touche jamais en fait, même si je me suis lavé les mains parce qu'on sait jamais. Et après, je fais comme ça. Orlane prend son traitement pour gérer sa phobie d'être infectée. Ça, c'est en cas de besoin, c'est l'anxiolytique. Donc il y en a toujours un sur moi et un chez moi. L'anxiolytique, c'est en cas de grosse crise vraiment que je contrôle pas. J'ai peur des complications, d'avoir du mal à respirer et avoir du mal à différencier l'angoisse du virus en fait. Parce que souvent, j'ai du mal à respirer, souvent je suis essoufflée. Alors si je l'ai, je saurais même plus faire la différence et j'ai peur de mourir clairement en fait. Je me dis toujours, et si c'était moi? En fait, je me dis toujours, il y a certains cas, et pourquoi cette fille de 16 ans, pourquoi pas moi? Depuis qu'elle a vu l'épidémie débuter en Chine, cette jeune employée de vente sort le moins possible. 15 jours qu'elle n'a pas fait ses courses. J'appréhende, je sais pas s'il y a du monde, je vais voir. Là, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de voitures, donc c'est un peu angoissant. En fin de matinée, peu de clients dans les rayons. Mais pour Orlane, c'est déjà une épreuve. Oh là là, il y a trop de monde pour moi, c'est pas possible ça. Faire ses courses, une souffrance très concrète pour la jeune femme. J'ai des palpitations, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur. Il y a beaucoup de vertiges, tête qui tourne. Un chemin de croix, car pour elle, clients, produits, vitrines, tout est forcément contaminé. Par exemple, là, je mets mon manteau ici et ça me plaît pas non plus. Vous avez un peu peur quand les personnes s'approchent de trop? Ah ouais, ça, je supporte pas. Pourtant, on dirait que je suis malpolie alors que pas du tout. C'est juste que j'ai trop peur quand elles s'approchent. Au tout début de la pandémie, ces précautions suscitaient beaucoup de moqueries. Aujourd'hui, elle voit de plus en plus de monde limité. Je pense qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout hypocondriaques ou qui n'avaient pas d'angoisse et qui, au final, développent des angoisses à cause de ce virus. Je pense qu'on en rigole trop. On pense qu'on fait des manières, qu'on en fait trop, alors que c'est une vraie souffrance et c'est pas assez pris au sérieux, ça c'est sûr. Et ça, pareil,
J'espère qu'il désinfecte les poignets, parce que tout le monde touche les poignets. Tout le monde touche les poignets, donc ça... Les fruits et les légumes, ça va être le plus compliqué. Quelle est la crainte pour vous de prendre des produits non emballés? Que tout le monde ait touché avant et qu'il y ait du coup un virus dessus. Et je me tâte même à enlever la peau, hein, parce que ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir le manger sinon, ça c'est sûr. Bonjour. Est-ce que vous le désinfectez souvent Enfin, ouais. C'est devenu un peu une psychose et je préférerais que ce soit propre. Il y a moins de risques, forcément. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, bonne journée, au revoir. En apnée pendant plus d'1 heure, Merci, au revoir. Orlane n'en a pas encore terminé. Je vais prendre du vinaigre d'alcool. J'enlève les virus extérieurs, les mauvaises ondes extérieures. Pas un jour sans qu'Orlane ne croie avoir contracté le virus. Dans ces moments-là, comme un rituel, Je la prends en général 3-4 fois par jour. elle prend sa tension pour se rassurer. J'ai eu une fois une grosse crise d'angoisse en fait, où j'arrivais plus du tout à respirer. Et je pensais que c'était lié justement au virus, au Covid-19. Et je me suis dit non, Orlane, si t'appelles le SAMU, alors déjà, pour les gens qui souffrent réellement, c'est pas cool, parce que j'avais une partie de moi qui me disait que c'était l'angoisse. Et à la fois, j'angoissais vraiment de la voir, donc c'était un contraste assez particulier dans ma tête, c'était complètement l'apocalypse. Et je me suis décidée à pas les appeler, parce que je me suis dit, si là-bas, je chope vraiment le virus, le Covid-19, ça sera encore plus compliqué, donc je me suis restreint et je me suis empêchée d'y aller. C'est un cercle vicieux, que c'est une vie, un cauchemar en fait, un long cauchemar qui tourne en boucle et chaque matin je me réveille, c'est le même cauchemar et ça n'en finit pas et j'ai l'espoir tout le temps, tous les jours, j'ai l'espoir de guérir un jour en fait et de m'en sortir. Et puis ça n'avance pas, ça stagne. Seule avec ses angoisses, Orlane a peur de sombrer. À Paris, le Dr Spat est psychologue spécialiste de l'anxiété. Depuis le début de l'épidémie, il croule sous les appels. Je me sens prisonnier, je me sens attaqué de partout, quoi. Je tousse, ça va pas. En ligne, un homme de 54 ans. Il appelle pour la première fois. Malgré sa grande anxiété, il a accepté que nous enregistrions la consultation. Ça fait 15 jours que je tousse, depuis qu'il parle de toutes ces saloperies. Je tousse, quoi, mais j'ai respecté tout ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, je ne sors pas, je ne bouge pas. Bientôt, je vais mourir de faim parce que je ne peux plus sortir, quoi. Mais vous avez des attestations, vous pouvez sortir quand même. Et les attestations, comment je vais la montrer, je vais la donner, ils vont me la redonner, il va y avoir les microbes dessus. Comment ça... Oui, c'est trop dangereux, quoi. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi penser. Oui, c'est le fait de sortir qui vous inquiète, c'est-à-dire de vous réexposer. Rien d'y penser, j'ai du mal à respirer, donc... Sans travail, cet homme vit seul, loin de sa famille. Je peux me permettre de vous rappeler... Oui, au contraire, oui. D'accord, ok. Un peu de compagnie, quoi. Oui, ouais, voilà. Si vous pouvez s'appeler plus régulièrement, ça pourrait m'aider, quoi. Merci, docteur, merci. Au revoir. Ça, c'est fréquent? Oui, c'est quand même assez fréquent. Enfin, ce type d'inquiétude-là, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ce sentiment, enfin, cette ambiance autour de ce coronavirus, ça augmente le degré d'anxiété générale. Quand le degré d'anxiété générale augmente, on a tendance à se focaliser sur toutes les différentes parties de son corps. Ça s'amplifie, c'est comme un effet loupe, si vous voulez. Et donc,
La moindre sensation va être interprétée négativement, dramatiquement, jusqu'à des situations de crise de panique. Et donc les plus anxieux surinterprètent ce risque. Ils surinterprètent cette peur et ce risque. Et quand ces angoissés n'arrivent plus à faire face, pas d'autre solution que d'être hospitalisés. Centre psychiatrique du Rouvray à Rouen. Avec ses 950 lits et 30 000 admissions par an, c'est l'un des plus grands complexes hospitaliers dédiés à la santé mentale. Oui, bonjour madame, je suis madame Jouron, je viens de venir. Comment je peux vous aider? J'ai pas eu toutes les informations. Aux urgences psychiatriques, le docteur Follet a une crainte, que la vague ne frappe bientôt. En attendant, il gère comme il peut les nouvelles arrivées. On a l'interne du CHU qui veut nous envoyer un patient. S'il n'y a pas de motif, s'il n'y a pas de signe de gravité à l'hospitaliser au CHU et qu'il retournerait chez lui, mais qu'il faut quand même le prendre en psychiatrie, on va quand même le prendre. On prendra les précautions prévues. Ici, les effets de l'enfermement, de l'isolement, commencent à se faire sentir. On est là pour s'occuper de vous, peu importe les circonstances. Ok. Nous avons pu passer 2 jours dans cette unité. Du matin au soir, se pressent des gens de tous âges, déboussolés. On va s'installer dans un box. Hier soir, cet homme de 44 ans a mélangé alcool et médicaments. C'est sa femme qui a appelé les secours. J'avais arrêté de boire pendant 5 mois. D'accord. Ouais. Parce que j'étais suivi par une association. Agent de nettoyage, il a été mis au chômage partiel par son employeur. De quoi bouleverser son fragile équilibre. Perte de revenus, perte de confiance aussi. Il passe ses journées devant la télévision. Je me suis senti un peu inutile, quoi, entre guillemets. J'aime bien savoir un peu les actualités, parce que moi je suis, en plus depuis le mois de décembre, je suis tout ça de près. Ouais. Là, en Chine, tout ça, j'ai beaucoup suivi. Et je me doutais un peu que ça allait arriver ici, quoi. Ouais. Et puis du coup, puis après, même en zappant, on tombe toujours sur un écran, tout ça. Oui, c'est vrai. Puis partout, on parle que de ça. Ouais, on parle que ça, c'est anxiogène. Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, ce qui s'est passé hier soir, c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de potentiellement assez dangereux pour vous, qui montre un peu aussi l'état un peu de détresse où vous en êtes aujourd'hui. L'homme est hagard, déprimé. Le médecin tranche vite. Pas question de le laisser rentrer chez lui. Il se rend bien compte que ça va pas, que les choses elles vont plutôt sur une pente descendante, qu'il a besoin d'aide. Je pense qu'il s'en rend bien compte. Du coup, moi, je lui ai proposé l'hospitalisation. Je peux savoir si j'aurais besoin quand même de le rendre un peu visite ou pas du tout. Alors non, actuellement, il n'y a aucune visite possible. Du confinement à l'isolement en psychiatrie, la décision est dure à entendre pour ce couple. Allez-y, entrez. Un peu plus tard, le docteur Follet reçoit cette femme de 32 ans. Elle a appelé le SAMU pour leur faire part de ses envies suicidaires. Déficiente mentale, c'est la 3e fois en 15 jours qu'elle vient aux urgences psy. Qu'est-ce qui vous embête dans le confinement? On va sortir, on va rien faire, on est déprime. Sous curatelle, sans emploi et coincée à la maison, elle ne peut plus voir son fils placé en famille d'accueil. Là, tout de suite, votre humeur, elle est comment? À 0. Et cette tristesse, elle est petite, elle est moyenne, elle est forte, elle est très forte? Elle est très forte. Mais là, ça va pas. Là, ça va vraiment pas. Notre but est de la protéger. Il y a une potentialité suicidaire qui n'est pas négligeable, et donc on va l'hospitaliser de façon à la protéger du risque suicidaire. Cette femme, elle, est passée à l'acte. Elle a été transférée d'urgence par les pompiers. Vous arrivez à marcher, madame? Ou c'est difficile? Dépressive et isolée, elle a absorbé un grand nombre de médicaments. Vous êtes confiné comme tout le monde? Oui. Comment ça se passe? C'est pas si mal. C'est-à-dire? Que je vois personne. Avant, vous pouviez voir un peu de monde. Oui. C'est ça qui a pu être sur déjà une situation fragile. Oui. L'élément qui est
déclenche et qui vous amène à prendre des médicaments. Ouais. Si je pars, je serai tranquille. Là, vous êtes en train de me dire, bon, bah, si j'étais morte, ça serait mieux. Mais est-ce qu'il y a vraiment des idées suicidaires, l'idée de vous tuer? Oui. Là, tout de suite? Ouais. Ouais. Vous en avez tout le temps? Oui, j'ai la tête fatiguée. Selon le docteur Navarre, responsable de la cellule d'urgence, le plus compliqué à vivre, c'est la durée du confinement. Un long tunnel dont on ne voit pas encore le bout. Au niveau du confinement par lui-même, on sait que sur le long terme, il peut y avoir une augmentation de la violence, une augmentation des dépressions, du moment évidemment de stress et d'angoisse au quotidien. C'est la difficulté de gérer une crise, c'est que si on ne voit jamais le futur, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de gens en arrêt de longue maladie après ces événements, qui ne reviendront plus travailler parce que ça a été trop dur. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils s'en sortiront indemnes? Depuis notre tournage, le docteur Navarre a mis en place une cellule d'écoute téléphonique de crise au sein de l'hôpital. Les soignants ont reçu une quinzaine d'appels en quelques jours.